Je m'appelle Olivia et j'ai 25 ans. Je vis à Nantes, en France, dans la même maison où j'ai grandi. Un endroit qui sent encore légèrement la tarte aux pommes de ma mère et qui résonne des éclats de rire de mon père. Si vous passiez devant, vous ne la jugeriez pas spéciale, juste une modeste maison à 2 étages avec des volets bleus et un petit jardin devant. Mais pour moi, elle porte tout le poids du souvenir et de la perte. Il y a 1 an, cette maison appartenait à mes parents, Charles et Linda. Maintenant, elle m'appartient, bien que certains jours, je m'attende encore à les voir franchir la porte comme si rien n'avait changé. Mes parents étaient tout mon monde. Mon père, Charles, dirigeait une petite entreprise respectable à Nantes, qui fournissait des matériaux pour les rénovations de maisons et offrait des services de contractants aux familles qui souhaitaient rénover leur cuisine, réparer leur véranda ou leur toit avant l'arrivée de l'hiver. Ce n'était pas une affaire glamour, mais elle était stable et honnête, et il en tirait fierté. Ma mère, Linda, était le ciment qui unissait notre famille. Chaleureuse, pratique et d'un soutien infini. J'étais leur enfant unique et ils ont mis tout leur amour et leurs efforts à m'élever. Nous vivions confortablement, mais jamais de manière extravagante. Nos vies étaient bâties sur l'attention, la routine et la simple joie d'être ensemble. Tout a changé en un instant. Mes parents sont partis en voyage à l'étranger pour rendre visite à des proches. Ils étaient excités, parlant des photos de famille qu'ils rapporteraient et des histoires qu'ils partageraient. Je suis restée pour m'occuper de l'entreprise en leur absence, mais ils ne sont jamais revenus. L'avion s'est écrasé avant d'atteindre sa destination. Je me souviens de l'officier de police à la porte, du son de sa voix expliquant ce qui s'était passé, et de la façon dont le monde a semblé basculer sous mes pieds. Un instant, j'étais une fille, et l'instant d'après, j'étais une orpheline, laissée avec une maison trop silencieuse et une entreprise qui me semblait soudain trop grande à gérer. Dans les semaines qui ont suivi, le chagrin est devenu un compagnon constant. Certains jours, il pesait comme une pierre lourde sur ma poitrine. D'autres jours, il était aigu et imprévisible, me brisant sans avertissement. Je me suis plongée dans la paperasse, essayant de me concentrer sur ce qui devait être fait, signer des documents d'héritage, assister à des services commémoratifs et prendre la place de mon père à la tête de l'entreprise qu'il avait si durement bâtie. Je ne me sentais pas prête, mais il n'y avait pas le choix. Mes parents m'avaient tout laissé, la maison, les économies et l'entreprise. Tout leur héritage reposait entre mes mains. À l'entreprise, j'ai rencontré Michel, le gérant qui avait travaillé en étroite collaboration avec mon père. Il était stable, calme et professionnel. Plus important encore, il ne me traitait pas comme une enfant qui avait trébuché dans la responsabilité. Il me parlait comme si j'étais à ma place, comme si j'étais capable de porter le poids. Cela signifiait plus pour moi qu'il ne le savait. Je ne le réalisais pas alors, mais Michel allait bientôt devenir central dans ma vie de manière que je n'aurais jamais pu prédire. Les gens disent souvent que l'héritage facilite la vie, mais ils n'en voient pas la vérité. L'héritage rend la vie plus lourde. Vous ne portez pas seulement les biens, mais aussi les souvenirs qui leur sont liés. Chaque pièce de la maison me rappelait mes parents. Chaque facture de l'entreprise portait le nom de mon père. Je me suis promis d'honorer leur héritage, de protéger ce qu'ils avaient bâti, d'une manière ou d'une autre, de créer un avenir où leur absence ne m'engloutirait pas entièrement. Je pensais que le pire était déjà arrivé. Je ne savais pas encore que la véritable épreuve de ma force était encore à venir. Lorsque je suis entrée pour la première fois dans le bureau de mon père après les funérailles, l'odeur de sueur de bois et de peinture fraîche persistait encore. L'entreprise qu'il avait bâtie, notre petite entreprise de rénovation de maisons et de fournitures, était stable, pratique et tissée dans le rythme de la vie nantaise. Les entrepreneurs passaient pour du bois, de la peinture et des accessoires. Les familles faisaient confiance à nos équipes pour rénover les cuisines, réparer les toits qui fuient et sécuriser les maisons avant l'arrivée de la neige. Mon père en avait toujours été le cœur. Maintenant, c'était moi. Je me souviens d'être assise dans son fauteuil en cuir, celui avec une tache usée sur l'accoudoir droit où il avait l'habitude de poser son coude. Le bureau était rempli de factures, de bons de commande et de contrats de fournisseurs. Chaque papier semblait être une question à laquelle je ne savais pas encore comment répondre. Un instant, j'ai voulu fuir. Mais quand j'ai fermé les yeux, j'ai entendu la voix de mon père, stable, calme, me rappelant toujours de faire les choses étape par étape.
C'est ainsi que j'ai commencé, une facture à la fois, un appel téléphonique à la fois, faisant semblant d'être plus forte que je ne me sentais. Les employés ne savaient pas à quoi s'attendre de ma part. La plupart d'entre eux travaillaient pour mon père depuis des années, et je pouvais voir le doute dans leurs yeux. Pourrais-je, une femme de 25 ans qui n'avait jamais dirigé une entreprise, maintenir cet endroit en vie? J'ai décidé de ne pas essayer de me prouver par des discours. Au lieu de cela, je me présentais tous les matins à 6 heures, apportais du café à l'équipe et posais des questions. J'écoutais plus que je ne parlais. Lentement, j'ai remarqué la façon dont leurs épaules se détendaient autour de moi. Le respect ne vient pas de l'héritage. Il vient du fait de montrer aux gens que vous êtes prête à travailler à leur côté. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à remarquer Michel. Il était gérant depuis plusieurs années, s'occupant des plannings, des livraisons de fournitures et des comptes clients. Il connaissait l'entreprise de fond en comble. Alors que d'autres me traitaient comme si j'étais fragile, Michel me traitait comme la propriétaire. Si je faisais une erreur, il me corrigeait fermement mais équitablement. Si je faisais quelque chose de bien, il le reconnaissait sans condescendance. Au début, je pensais que c'était juste du professionnalisme, mais il y avait quelque chose de plus stable en dessous, un soutien silencieux qui me faisait croire que je pouvais vraiment faire cela. Ces premières semaines étaient épuisantes. Je passais de longues heures au bureau, puis je rentrais chez moi dans le silence de la maison dont j'avais hérité. Chaque pièce résonnait de l'absence. J'essayais de m'occuper. Lessive, vaisselle, vérification des serrures la nuit comme ma mère le faisait. Mais quoi que je fasse, le vide me suivait. Pourtant, je me forçais à me concentrer sur l'avenir. Si je laissais le chagrin me consumer, l'entreprise s'effondrerait, et avec elle, le dernier morceau de l'œuvre de mon père. Un après-midi, je me tenais dans l'entrepôt alors que les équipes chargeaient des fournitures sur un camion. Pour la première fois, l'un des ouvriers les plus âgés, un homme nommé Georges, m'a tapoté l'épaule et m'a dit « Ton père serait fier ». Les mots ont résonné profondément. Ils n'ont pas effacé la douleur, mais ils m'ont donné quelque chose à porter autre que la tristesse. J'ai commencé à croire que je pouvais honorer mes parents, non seulement en maintenant l'entreprise en vie, mais en la faisant prospérer. Et avec la présence stable de Michel à mes côtés, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'accident. L'espoir. À l'époque, je pensais que le plus dur était d'apprendre à gérer une entreprise et à vivre sans mes parents. Ce que je ne réalisais pas, c'est que mes plus grands défis ne viendraient pas du monde extérieur. Ils viendraient des personnes que je laisserais entrer dans ma vie. Michel et moi nous sommes rapprochés presque sans nous en rendre compte. Au début, ce n'était que de longues soirées au bureau, à examiner les comptes ensemble ou à vérifier les livraisons de fournitures lorsque tout le monde était rentré chez soi. Il avait une façon facile de me calmer, une stabilité tranquille qui équilibrait mon chagrin agité. Quand j'ai ri à l'une de ses blagues sèches, cela m'a surprise car je n'avais pas ri depuis des semaines. Ce soir-là, alors que nous sortions du bureau dans l'air frais de Nantes, il a proposé de me raccompagner à ma voiture. C'était un simple geste, mais il m'a fait me sentir en sécurité dans un monde qui était soudainement devenu imprévisible. Nous avons commencé à passer du temps ensemble en dehors du travail. Au début, c'était de petites choses, des cafés, des dîners tardifs lorsque la paperasse s'accumulait trop. Bientôt, cela est devenu plus intentionnel. Nous parlions de musique, de livres et des rêves que nous portions chacun. Michel parlait de vouloir une famille un jour, de construire quelque chose qui dure. Je lui ai parlé de mes parents, de la façon dont je voulais les honorer en maintenant leur entreprise en vie. Il écoutait sans jugement, et je me suis retrouvée à partager plus que je ne l'avais prévu. Au printemps, il était clair que nous étions plus que des collègues. Un soir, il m'a invité à dîner dans un petit restaurant de fruits de mer près du port. Je me souviens du scintillement des bougies sur la table, du bruit des vagues contre le quai, et de la façon dont il a tendu la main pour prendre la mienne. « Olivia, a-t-il dit, tu as apporté tant de choses seule. Tu n'es plus obligée. » Je ne savais pas alors à quel point ces mots deviendraient compliqués, mais à ce moment-là, ils semblaient réconfortants. Quand Michel a fait sa demande 6 mois plus tard, ce n'était pas Tapa-Accent Graveleuil. Nous marchions dans le parc de Procé, les arbres dorés de l'automne, quand il s'est arrêté près de l'étang et a sorti une petite boîte de son manteau.
Je n'ai pas besoin d'un timing parfait ni d'un discours parfait, a-t-il dit. Je sais juste que je veux construire ma vie avec toi. Les larmes ont brouillé ma vue alors que j'acquiesçais, murmurant « oui ». Pour la première fois depuis le crash de l'avion, j'ai eu l'impression que la vie me rendait quelque chose. Notre mariage a été petit et intime. Quelques amis proches, certains des anciens employés de mon père, et Chloé, ma collègue, qui était rapidement devenue ma meilleure amie. Je portais une simple robe ivoire que ma mère aurait adorée. Et en marchant dans l'allée, je portais son médaillon glissé dans mon bouquet. Michel me regardait comme si j'étais la seule personne dans la pièce. À ce moment-là, je croyais vraiment que nous commencions quelque chose de beau. C'est au mariage que j'ai rencontré sa famille pour la première fois. Son père, Henri, m'a serré la main poliment, mais est resté silencieux, presque distant. Sa mère, Catherine, arborait un sourire pointu qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle a complimenté ma robe, mais a enchaîné avec un commentaire sur le coût des mariages. Sa sœur Mélanie était plus directe. Elle m'a rapidement serré dans ses bras, puis a plaisanté sur la chance que j'avais d'avoir attrapé quelqu'un d'aussi responsable que Michel. Son ton cachait quelque chose de plus acerbe, même si j'ai mis ça sur le compte du trac. Au début, tout semblait aller bien. Michel et moi nous sommes installés dans ma maison familiale où j'avais vécu depuis l'enfance. Catherine et Mélanie venaient souvent, apportant des gratins ou de petits cadeaux, et je pensais que nous allions peut-être former une famille. Mais il y avait déjà des indices, Catherine suggérant des changements à la maison, Mélanie posant des questions sur l'entreprise. Elles masquaient leur curiosité en conversation décontractée, mais quelque chose dans la façon dont elles s'attardaient sur le sujet de la propriété me mettait mal à l'aise. Pourtant, j'ai mis ces doutes de côté. Je voulais croire que le mariage n'apporterait que partenariat et amour. Je voulais croire que Michel et moi pourrions construire une vie ensemble, sans ombre. Ce que je ne réalisais pas, c'est qu'en ouvrant mon cœur, j'avais aussi ouvert la porte à des gens qui allaient bientôt essayer de tout me prendre. La vie conjugale a commencé avec une douceur à laquelle je me suis accrochée. Michel et moi partagions de petits déjeuners tranquilles avant le travail, riant de petites choses, faisant des projets pour l'avenir. J'appréciais le sentiment de ne plus être seule, d'avoir quelqu'un à mes côtés quand les nuits dans cette grande maison devenaient pesantes. Pendant un temps, je me suis convaincue que tout se mettait en place. Mais de petites fissures ont commencé à apparaître presque immédiatement. Catherine et Mélanie ont commencé à venir plus souvent, et ce qui avait commencé comme de polies visites familiales a lentement viré à quelque chose de plus permanent. Un après-midi, Michel est rentré à la maison avec l'annonce que ses parents avaient besoin d'un endroit temporaire pour rester pendant que leur maison subissait des rénovations. Avant que je ne puisse pleinement le réaliser, des cartons étaient empilés dans le couloir, et Catherine commentait à quel point mon salon semblait spacieux par rapport au leur. Mélanie a revendiqué la chambre d'amis comme si elle avait toujours été la sienne. Au début, je me suis dit que c'était temporaire. Les familles s'entraident, et cela faisait partie du mariage. Mais les semaines ont passé, puis les mois, et personne n'a mentionné de déménager. Au lieu de cela, ils ont commencé à réorganiser les meubles, à critiquer la façon dont je gérais la maison, et même à commenter la façon dont je devais m'habiller pour accueillir des visiteurs. Catherine s'est chargée de superviser la cuisine tandis que Mélanie errait librement dans mon bureau à la maison, regardant les factures ou fouillant dans les dossiers de l'entreprise que j'avais rapporté du travail. Chaque fois que je lui demandais de ne pas le faire, elle en riait. Michel, à ma déception, n'est pas intervenu. Au contraire, il semblait soulagé de les avoir là. Quand j'ai fait part de mes inquiétudes, il les a balayées d'un revers de main. Elles essaient juste d'aider, disait-il. Tu connais ma mère, elle a besoin de se sentir utile. Chaque jour, ma maison me semblait moins la mienne, et plus comme si j'étais une invitée dans un endroit dont j'avais hérité de mes parents. L'entreprise est devenue mon refuge. Là, j'étais la patronne, celle que les gens respectaient. Chloé, toujours vive et fiable, a remarqué ma tension croissante et m'a demandé si tout allait bien à la maison. J'ai souri et lui ai dit que j'allais bien qu'à l'intérieur, je m'effondrais. Même l'attitude de Michel au travail a commencé à changer. Il était toujours professionnel, mais il n'était plus le partenaire chaleureux et attentif qu'il avait été. C'était comme si sa loyauté se déplaçait tranquillement vers sa famille. Puis vint le jour qui changea tout. J'ai découvert que j'étais enceinte.
Au moment où j'ai vu le test positif, une vague d'espoir m'a envahi. Peut-être que cela nous rapprocherait. Peut-être qu'un enfant adoucirait Catherine et Mélanie, et qu'elles me verraient comme plus qu'un simple obstacle entre elles et ce qu'elles convoitaient clairement. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Michel, sa réaction a été compliquée. Au début, il a souri, m'a serré dans ses bras et a dit qu'il était heureux. Mais plus tard ce soir-là, Catherine m'a prise à part et m'a dit « Eh bien, cela rend les choses encore plus importantes, n'est-ce pas? Le bébé aura besoin de sécurité. Tu devrais envisager de mettre la maison et l'entreprise au nom de Michel pour que tout soit en sécurité. » Ces mots m'ont glacé. Mélanie a fait écho à ce sentiment quelques jours plus tard, me demandant négligemment pendant le dîner comment je comptais gérer les problèmes de propriété maintenant que j'attendais un enfant. J'ai alors réalisé que leur intérêt n'était pas dans mon bonheur ou le bien-être du bébé. C'était dans mon héritage. J'ai refusé, bien sûr, fermement mais poliment. C'est l'héritage de mon père, leur ai-je dit. Il restera à mon nom pour l'avenir de mon enfant. Les expressions sur leur visage ont montré clairement qu'elles n'étaient pas habituées à entendre un non. Alors que ma grossesse avançait, j'espérais que Michel me soutiendrait. Mais à chaque semaine qui passait, il semblait plus silencieux, moins solidaire, plus distant lorsque je résistais aux exigences de sa famille. C'était la première fois que je sentais vraiment le terrain de mon mariage commencer à glisser. Je n'avais aucune idée à quel point cela allait empirer. La grossesse a tout changé dans mon corps et dans ma maison. Je tenais un calendrier dans la cuisine, cochant chaque semaine à mesure que mon ventre s'arrondissait. Les visites chez le médecin me rassuraient sur la santé du bébé, et entendre les minuscules battements de cœur d'Arthur pour la première fois m'a presque mise à genoux de joie. Je me suis promis que quoi qu'il arrive autour de moi, je le protégerais. Mais à l'intérieur de la maison, la tension s'épaississait de mois en mois. Catherine et Mélanie sont devenues plus audacieuses dans leurs exigences. Au début, c'était des allusions, des remarques sur la façon dont il serait plus responsable que la maison soit au nom de Michel, ou sur la façon dont l'entreprise devrait avoir un homme à sa tête maintenant que je serais mère. Puis les commentaires se sont transformés en pression. Elles laissaient des documents juridiques sur la table à manger, mentionnant négligemment à quel point il serait facile de signer. Elles abordaient le sujet à chaque repas, me rappelant qu'une bonne mère pense à la stabilité. Je n'ai jamais vacillé. Je leur ai dit encore et encore, cette maison et cette entreprise sont l'héritage de mes parents. Elles m'appartiennent et un jour à mon enfant. La fermeté de ma voix ne semblait que les rendre plus déterminées. Catherine serrait les lèvres jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches, et Mélanie roulait des yeux comme si j'étais enfantine. Michel se tenait quelque part au milieu, ce qui était peut-être le plus douloureux de tout. Au début, il me disait de ne pas m'inquiéter, que sa mère et sa sœur veillaient juste sur nous. Mais au fil des mois, j'ai remarqué la façon dont il évitait le contact visuel quand Catherine parlait, ou comment il restait silencieux quand Mélanie poussait des papiers vers moi. Son silence me semblait une trahison, avant même que les trahisons plus grandes ne se révèlent. Hors de la maison, la vie était plus facile. À l'entreprise, Chloé me prenait des nouvelles tous les jours, s'assurant que je ne portais pas de carton ou que je ne me surmenais pas. Elle m'apportait des déjeuners, me rappelait de me reposer et me disait que j'étais plus forte que je ne le croyais. Sans elle, je ne pense pas que j'aurais traversé ces longs mois épuisants. J'ai essayé de créer des moments de paix pour moi-même. J'ai décoré la chambre de bébé dans des tons doux de vert et de jaune, m'asseyant le soir dans le fauteuil à bascule, imaginant les futurs rires d'Arthur remplir la pièce. Je lui racontais des histoires à voix haute, laissant ma voix adoucir les bords de mon stress. Je m'accrochais à l'espoir qu'une fois née, la famille de Michel verrait que l'amour importait plus que le contrôle. Mais la vérité devenait plus difficile à ignorer. À 7 mois de grossesse, j'ai entendu Catherine parler à Michel dans le salon tard dans la nuit. Sa voix était perçante, portant facilement dans le couloir. Elle est égoïste. Elle ne comprend pas comment les choses devraient être faites. Tu dois prendre le contrôle avant que le bébé n'arrive ou elle ruinera tout. J'ai figé dans le couloir, une main sur mon ventre, écoutant sa réponse. Il n'a rien dit pendant longtemps, puis a soupiré. Je m'en occupe. Ma poitrine s'est serrée au son de ces mots. S'en occuper. Pas me défendre. Pas me soutenir. Juste s'en occuper. Les semaines suivantes ont été insupportables.
Mélanie a commencé à me suivre dans la maison, faisant des commentaires sur mon apparence fatiguée, sur l'irresponsabilité de ne pas transférer la propriété pour le bien d'Arthur. J'ai gardé mon calme, mais à l'intérieur, la peur a commencé à ronger les bords de ma détermination. Pourtant, je ne céderai pas. Chaque fois que je sentais Arthur bouger en moi, je me souvenais de ce qui était en jeu. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de propriété. Il s'agissait de donner à mon fils un avenir où il saurait que sa mère a tenu bon même quand la pression semblait écrasante. Au moment où j'ai atteint le 9e mois, j'étais épuisée mais intacte. J'avais enduré des insultes, des manipulations et de longues nuits de silence de la part de mon mari. Mon corps était endolori, mes nerfs à vif, mais je me suis dit que la ligne d'arrivée était proche. Bientôt, je tiendrais Arthur dans mes bras et tout cela aurait un sens d'une manière ou d'une autre. Je ne réalisais pas alors que l'épreuve la plus dangereuse de ma résilience n'était qu'à quelques heures. Cela a commencé par une douleur aiguë qui m'a réveillée au milieu de la nuit. Au début, j'ai pensé que c'était juste une autre crampe, mon corps avait constamment eu mal ces dernières semaines. Mais cette douleur était différente. Elle venait par vagues, m'arrachant l'air des poumons, me laissant agripper au bord du lit. Ma main s'est instinctivement posée sur mon ventre, et j'ai murmuré, « C'est l'heure, Arthur ». J'ai secoué Michel pour le réveiller, ma voix tendue par l'urgence. Il faut y aller maintenant. Il s'est redressé lentement, se frottant les yeux comme si je l'avais dérangé d'un agréable rêve. Quand il a réalisé ce qui se passait, il est sorti du lit, mais ses mouvements n'étaient pas pressés, pas frénétiques comme j'imaginais qu'un mari le serait quand sa femme était en travail. Au lieu de cela, il a marché calmement dans le couloir et a appelé sa mère et sa sœur. En quelques minutes, Catherine et Mélanie étaient dans la pièce, habillées et alertes, presque trop alertes, comme si elles attendaient ce moment. Les premiers mots de Catherine n'étaient pas à propos de ma douleur. Ils étaient froids, calculés. Avant de t'emmener quelque part, Olivia, nous devons régler les papiers. Je les regardais, incrédule. De quoi parlez-vous ? Je suis en plein travail. Ma voix s'est brisée alors qu'une autre contraction me déchirait. Mélanie s'est avancée avec un dossier dans les mains, son sourire mince et cruel. La maison, l'entreprise, signalée à Michel. Ensuite, nous te conduirons à l'hôpital. Mon estomac s'est retourné. La douleur, la peur, la trahison. Tout a éclaté en même temps. J'ai secoué la tête férocement. Jamais. C'est l'héritage de mon père. Vous ne me l'enlèverez pas, les yeux de Catherine se sont rétrécis. Tu es têtue. Veux-tu vraiment risquer la vie de ton enfant pour cela ? Une autre contraction a frappé et j'ai crié, agrippant mon ventre. La sueur coulait sur mon front. Mon cœur battait la chamade, non seulement à cause de la douleur, mais à cause de l'horreur de réaliser jusqu'où elles étaient prêtes à aller. Pourtant, j'ai trouvé la force de cracher les seuls mots que je pouvais prononcer. Non, je ne le ferai pas, Michel n'a rien dit. Il est resté là à regarder le sol comme s'il était un étranger dans la pièce. Ce silence a brisé quelque chose en moi. Finalement, il a marmonné, bien, allons-y, et a attrapé les clés de la voiture. Pendant un bref instant, un soulagement m'a envahi. Nous allions à l'hôpital après tout. J'ai essayé de m'accrocher à cet espoir alors qu'il m'aidait à monter dans la voiture, Catherine et Mélanie se glissant sur la banquette arrière. L'air nocturne était vif sur mon visage, et j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, sur le fait de garder Arthur en sécurité. Mais pendant que nous roulions, la pression a recommencé. Catherine s'est penchée en avant, sa voix basse mais menaçante. Tu as encore une chance de faire ce qu'il faut, Olivia. Signe, et tout cela peut être plus facile. Mélanie a ajouté, son ton moqueur. Tu souffres déjà. Pourquoi prolonger ça ? Signe juste. J'ai secoué la tête, les larmes coulant sur mon visage. Je vous ai dit que non. Je ne signerai jamais. Michel a arrêté la voiture sur une route déserte. J'ai eu le souffle coupé. Que faites-vous ? Ai-je demandé, la panique dans la voix. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, Mélanie a ouvert sa portière, est venue vers la mienne et l'a ouverte d'un coup. Avant que je ne puisse réagir, elle m'a attrapé le bras, me traînant sur le trottoir froid.
J'ai crié d'agonie alors qu'une autre contraction me déchirait, mes genoux cédant sous moi. S'il vous plaît, ai-je pleuré. J'ai besoin d'aide. Le visage de Catherine est apparu au-dessus de moi, dur et impitoyable. Tu aurais dû écouter, a-t-elle dit froidement. Puis elles sont parties. Les portières de la voiture ont claqué, le moteur a rugi, et les feux arrière rouges ont disparu dans l'obscurité, me laissant seule sur le bord de la route, me tordant de douleur, agrippant mon ventre alors qu'Arthur se battait pour venir au monde. Pendant un instant, le désespoir m'a presque consumée. Le froid s'est infiltré dans ma peau, les contractions m'ont laissée haletante, et la trahison m'a coupé plus profondément que n'importe quelle blessure. J'ai pensé à mes parents, à la promesse que j'avais faite de protéger ce qu'ils avaient bâti, et je me suis demandé si j'avais la force de survivre à cette nuit. Puis, comme un miracle, des phares sont apparus au loin. Une voiture a ralenti, puis s'est arrêtée. J'ai entendu une voix familière crier mon nom. Chloé. Elle a couru vers moi, son visage pâle de choc alors qu'elle tombait à genoux à côté de moi. Oh mon Dieu, Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu répondre complètement, seulement réussir à halter des morceaux entre les contractions. Michel, sa famille m'a laissé. Chloé n'a pas perdu une seconde. Elle a sorti son téléphone de sa poche et a composé le 17. C'est une urgence. Mon ami est en travail et a été abandonné sur le bord de la route. Envoyez la police et les ambulanciers immédiatement. Elle a enroulé son manteau autour de moi, ses mains tremblantes mais déterminées. Tu n'es pas seule, a-t-elle murmuré. L'aide arrive. Accroche-toi. Le son des sirènes est devenu plus fort, plus proche jusqu'à ce que les lumières clignotantes peignent la nuit. Des policiers se sont précipités vers nous. Des ambulanciers juste derrière eux alors qu'ils me soulevaient sur une civière. L'un des officiers s'est agenouillé à côté de moi, sa voix ferme et rassurante. Nous les aurons, madame. Vous êtes en sécurité maintenant. Concentrez-vous juste sur votre bébé. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, j'ai serré la main de Chloé avec la force qui me restait. J'avais été trahie, abandonnée, presque détruite, mais je n'étais pas brisée. Pas encore. Arthur se battait toujours, et moi aussi. Cette nuit-là était censée être le début de la vie de mon fils. Au lieu de cela, ce fut la nuit où j'ai vu le vrai visage des gens que j'avais autrefois appelés ma famille. L'ambulance a filé à travers les rues calmes de Nantes, sirène hurlante, tandis que j'étais attachée à la civière, les contractions me déchirant. Chaque secousse de la route me faisait crier, mais la main de Chloé ne quittait jamais la mienne. Sa voix, stable et calme, manquerait. Tu vas t'en sortir, Olivia. Arthur va bien. Respire juste. Concentre-toi sur moi. À côté de nous, un ambulancier vérifiait mes signes vitaux, parlant rapidement dans sa radio. Femme, 25 ans, travail actif, contractions espacées de moins de 3 minutes. Préparez-vous à une livraison immédiate. Son ton était urgent mais professionnel, et cela me terrifiait. Je voulais qu'Arthur naisse en toute sécurité dans une pièce pleine de chaleur et de lumière, pas à l'arrière d'une ambulance après avoir été abandonné sur le bord d'une route froide. Lorsque nous sommes arrivés au centre hospitalier universitaire de Nantes, les doubles portes se sont ouvertes et une équipe s'est précipitée pour m'amener à l'intérieur. Des lumières vives clignotaient au-dessus de moi, des voix se chevauchaient, des mains ajustaient les moniteurs et les perfusions. Quelqu'un m'a pressé un masque à oxygène sur le visage. Une autre infirmière s'est penchée sur moi, son ton ferme mais gentil. Vous vous débrouillez très bien, Olivia. Nous vous avons maintenant. Le rythme cardiaque de votre bébé semble fort. Chloé est restée près, me serrant la main jusqu'à ce que le personnel de l'hôpital la guide vers la salle d'attente. Je serai juste là, a-t-elle appelé, ses yeux brillants d'inquiétude. Les heures se sont brouillées dans un voile de douleur, d'encouragement et de détermination. J'ai crié. J'ai pleuré. J'ai imploré une force dont je n'étais pas sûre d'avoir encore. Puis, avec une dernière poussée, un cri a rempli la pièce. Un cri aigu et magnifique qui a transpercé toutes les ombres de la nuit. C'est un garçon, a annoncé le médecin. Les larmes coulaient sur mon visage alors qu'il plaçait Arthur sur ma poitrine. Son petit corps était chaud, ses poings serrés, son cri féroce et vivant.
J'ai murmuré à travers mes sanglots, tu as réussi, mon amour. Tu es là. Tu es en sécurité. À ce moment-là, malgré le chaos, je me suis sentie à nouveau entière. Arthur était à moi, et personne ne pourrait me l'enlever. Pendant que je me reposais, la police est venue prendre ma déposition. Un détective en civil s'est assis doucement à mon chevet, un carnet à la main. Sa voix était mesurée. Olivia, je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé cette nuit. Avec Arthur endormi dans le berceau à côté de moi, je leur ai tout raconté. Les exigences de céder la maison et l'entreprise, les menaces, l'arrêt sur la route déserte, et comment Mélanie m'avait traîné hors de la voiture avant qu'ils ne partent. Ma voix tremblait, mais je n'ai pas omis un seul détail. Le détective a hoché la tête sombrement. Vous avez traversé quelque chose d'impensable. Nous allons déposer des accusations d'agression, de coercition, de mise en danger imprudente et d'abandon. Vous pouvez être certaine qu'ils ne s'en sortiront pas, sont emportés le poids de la certitude, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti la loi à mes côtés. Chloé m'a rejointe après le départ des officiers, son visage plus doux maintenant qu'elle voyait Arthur dormir paisiblement. Elle m'a brossé une mèche de cheveux sur le front. Tu es plus forte que quiconque que je connaisse, et tu n'es pas seule dans cette épreuve. Je serai avec toi à chaque étape du chemin. Les jours suivants à l'hôpital furent un mélange de convalescence et de réflexion. Les infirmières vérifiaient mes signes vitaux, m'apprenaient à allaiter Arthur et me rassuraient lorsque l'épuisement m'accablait. Chaque fois que je regardais le petit visage de mon fils, je me rappelais pourquoi j'avais refusé de signer quoi que ce soit. Cette maison, cette entreprise, cet héritage, c'était pour lui, pour Arthur. Mais les moments de calme n'effaçaient pas la réalité en dehors de ces murs. Michel et sa famille m'avaient montré leur vrai visage. Ils avaient essayé d'utiliser mon moment le plus vulnérable pour me voler tout ce que j'avais. Ils m'avaient abandonné pour mourir. Et maintenant, ils devraient faire face à la justice. Alors que le jour de ma sortie approchait, je savais ce que je devais faire ensuite. Je ne pouvais pas simplement passer à autre chose comme si rien ne s'était passé. Je ne pouvais pas élever Arthur dans un monde où ceux qui nous avaient fait du mal pourraient encore essayer de s'emparer de ce qui nous appartenait. J'avais survécu à la nuit de sa naissance. La prochaine bataille serait menée devant les tribunaux. Quitter l'hôpital avec Arthur dans mes bras fut le moment le plus beau et le plus terrifiant de ma vie. Je l'ai attaché dans le siège auto que Chloé m'avait apporté. Mon corps était encore endolori et faible, mais ma détermination était plus forte que jamais. Alors que nous entrions dans l'allée de la maison de mes parents, j'ai réalisé que ce n'était plus seulement une maison. C'était ma forteresse. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur de ces murs appartenait désormais à mon fils et à moi. Mais cela portait aussi le poids de la responsabilité. Si je voulais la paix, si je voulais qu'Arthur grandisse en sécurité, je devais affronter ce que Michel et sa famille avaient fait. Dès le lendemain matin, après avoir installé Arthur dans son berceau, j'ai appelé un cabinet d'avocats du centre-ville de Nantes. Ma voix tremblait en expliquant ce qui s'était passé, mais la réceptionniste était calme et efficace. Nous vous fixerons un rendez-vous pour une consultation immédiatement. C'est une affaire sérieuse. C'est ainsi que j'ai rencontré Maître Marc Duval, un avocat expérimenté aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs. Il a écouté chaque détail de mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes et posant parfois des questions pour clarifier. Quand j'ai eu fini, sa mâchoire était serrée de colère. Ce que votre mari et sa famille ont fait n'est pas seulement cruel, c'est criminel. Vous avez des motifs pour des accusations criminelles et pour un divorce. Les tribunaux français ne voient pas d'un bon œil la coercition, surtout pendant la grossesse. Nous poursuivrons cette affaire jusqu'au bout. Entendre ces mots fut comme une explosion. Pour la première fois depuis la nuit de la naissance d'Arthur, j'ai eu l'impression que quelqu'un ayant un réel pouvoir était de mon côté. Maître Duval m'a expliqué les étapes avec soin. Déposer une plainte pénale pour agression, coercition et mise en danger imprudente. Engager une procédure de divorce, en invoquant les abus et l'abandon. Demander la garde exclusive d'Arthur ainsi qu'une ordonnance de restriction pour tenir Michel et sa famille éloignés de nous. Le processus criminel a été le premier à avancer. La police avait déjà recueilli ma déposition et celle de Chloé, ainsi que les dossiers médicaux documentant le stress et le danger pour Arthur.
En une semaine, des mandats d'arrêt ont été émis contre Michel, Catherine et Mélanie. Je n'étais pas là quand ils ont été arrêtés, mais Chloé m'a dit plus tard que la nouvelle s'était rapidement répandue en ville. Les gens qui avaient autrefois respecté Michel le regardaient maintenant avec incrédulité. La première comparution devant le tribunal fut un flou. J'étais assise à la table des plaignants, Arthur à la maison avec Chloé, pendant que les procureurs exposaient les accusations. Michel se tenait à côté de sa mère et de sa sœur, tous pâles et les lèvres serrées. Pendant une brèche, ses yeux ont croisé les miens. Il n'y avait plus d'amour là, seulement du ressentiment. Cela m'a frappé à quel point il avait changé de l'homme qui m'avait jadis tenu la main près du port. Ou peut-être n'avait-il pas changé du tout. Peut-être que j'avais juste été aveugle. Le procès lui-même s'est étalé sur des semaines. Les procureurs ont présenté des preuves, mes dossiers médicaux, le rapport de police, le témoignage de Chloé, même des voisins qui ont témoigné de la tension croissante dans ma maison. La défense a essayé de me dépeindre comme dramatisant, affirmant que Michel avait simplement paniqué et que Catherine et Mélanie n'avaient pas eu l'intention de me faire du mal. Mais les faits étaient indéniables. L'abandon, la coercition, la tentative de me forcer à renoncer à mon héritage. Tout cela pointait vers un plan calculé. J'ai aussi témoigné. Ma voix était ferme malgré les larmes dans mes yeux. Ils m'ont laissé sur le bord de la route alors que j'étais en travail. Ils pensaient que je céderais, mais je ne pouvais pas. Mon père a bâti cette entreprise de ses propres mains, et je me suis promis de la protéger. Je ne pouvais pas trahir sa mémoire, pas même pour me sauver. La salle d'audience était silencieuse, tous les regards posés sur moi. Pour la première fois, j'ai ressenti tout le poids de mon propre courage. À la fin, justice a été rendue. Le juge a rendu un jugement ferme. Michel a été condamné à une peine de prison pour mise en danger imprudente, complicité d'agression et abandon de conjoint en crise médicale. Catherine et Mélanie ont reçu leur propre peine pour complot et coercition. Tous trois ont été interdits par une ordonnance restrictive permanente de me contacter ou de contacter Arthur. Lorsque le marteau a frappé, j'ai senti une chaîne invisible tomber de mon cou. La procédure de divorce est venue ensuite. Bien que techniquement distincte du procès pénal, elle a été fortement influencée par celui-ci. Mon avocat a plaidé pour la garde exclusive d'Arthur, soulignant le danger que représentaient Michel et sa famille. Le juge a accepté. Michel a perdu tous ses droits parentaux, à l'exception de la possibilité de visite supervisée, bien que même cela était peu susceptible d'être approuvé de sitôt. J'ai obtenu la propriété exclusive de la maison et de l'entreprise, libre de toute réclamation qu'il aurait pu tenter de faire. Demander le divorce avait été douloureux en théorie, mais en pratique, ce fut un soulagement. Je ne voyais plus Michel comme l'homme que j'avais autrefois aimé. C'était un étranger qui avait choisi la cupidité plutôt que la famille, le contrôle plutôt que l'amour. Le certificat de mariage qui autrefois me semblait un lien me semblait maintenant un piège dont j'étais enfin libre. En sortant du palais de justice ce jour-là, j'ai levé les yeux vers le ciel. Il était clair et lumineux, le genre de journée que mon père appelait une journée de bâtisseur. Bon temps pour commencer quelque chose de nouveau. J'ai serré Arthur fort dans mes bras, murmurant « Nous l'avons fait, mon bébé. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. » Chloé m'a rejointe sur les marches du palais de justice, son sourire large, ses bras ouverts. « Tu es libre » a-t-elle dit simplement. Et pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, je l'ai vraiment cru. Les semaines qui ont suivi la décision de justice finale ont été comme respirer un air pur après des mois de suffocation. Pour la première fois depuis l'accident de mes parents, la maison était silencieuse comme je m'en souvenais. Paisible, pas oppressante. Les ordres tranchants de Catherine, les pas de Mélanie résonnant dans le couloir, les silences froids de Michel. Tout cela avait disparu. L'espace m'appartenait, à Arthur et à personne d'autre. J'ai passé ces premiers jours à m'habituer à un nouveau rythme. Arthur était exigeant, comme tous les nouveau-nés, mais chaque nuit sans sommeil me semblait un cadeau. Ses petits doigts se sont enroulés autour des miens. Ses douces respirations remplissaient la chambre d'enfant. Et je savais que chaque sacrifice en valait la peine. Parfois, au milieu de la nuit, je m'asseyais dans le fauteuil à bascule que ma mère avait autrefois utilisé avec moi et je lui chuchotais des promesses. Tu grandiras dans une maison sûre.
Personne ne t'utilisera jamais comme levier. Tu connaîtras l'amour, pas le contrôle. Chloé est devenue plus qu'une simple amie. Elle était de la famille. Elle venait souvent, m'aidant avec les tétés nocturnes ou passant à l'entreprise quand je ne pouvais pas laisser Arthur. Elle me répétait encore et encore, « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Et lentement, j'ai commencé à le croire. Gérer l'entreprise en tant que mère célibataire n'était pas facile. J'amenais parfois Arthur avec moi, installant un petit berceau dans mon bureau. Au début, les équipes semblaient surprises, mais bientôt elles se sont réchauffées. Elles plaisantaient en disant qu'Arthur était le plus jeune patron de Nantes. Les commandes étaient passées, les contrats renouvelés, et petit à petit, l'entreprise n'a pas seulement survécu, elle a grandi. J'ai rationalisé les opérations, attiré de nouveaux clients et étendu les services d'une manière que mon père aurait admirée. Chaque succès me semblait une conversation avec lui, une façon de dire « J'ai tenu ma promesse, papa ». Un an a passé plus vite que je ne l'avais prévu. Arthur a eu 1 an par une belle journée de printemps. J'ai décoré le salon avec des ballons, fait un gâteau à partir d'une des vieilles recettes de ma mère, et invité les personnes qui m'avaient soutenu, Chloé, quelques employés fidèles et des voisins qui m'avaient apporté des repas lorsque le chagrin m'avait consumé pour la première fois. Ce n'était pas une grande fête, mais c'était chaleureux, plein de rire et de lumière. Arthur a écrasé du glaçage dans ses petites mains, ses rires résonnant à travers les mêmes murs qui avaient autrefois contenu tant de tension. En le regardant, j'ai pensé à mes parents. J'aurais aimé qu'ils soient là pour voir leur petit-fils, pour me voir plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais d'une certaine manière, ils étaient là. L'entreprise, la maison, la vie que j'avais si durement combattue pour protéger. Tout cela était à eux, vivant à travers moi, et maintenant à travers Arthur. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir épousé Michel. Ma réponse les surprend, non, car sans ce chapitre, aussi douloureux soit-il, je n'aurais peut-être jamais découvert la force que je porte maintenant. Je n'aurais peut-être jamais réalisé à quel point il est important de garder ce qui compte le plus, de se battre pour cela quel qu'en soit le prix. L'ordonnance de restriction maintient Michel et sa famille loin de nous. Ils purgent leur peine et la loi garantit qu'ils ne peuvent pas toucher ce qui m'appartient, à moi et à Arthur. Les audiences du tribunal se poursuivent occasionnellement, mais j'y assiste par liaison vidéo comme requis. Arthur n'aura jamais à mettre les pieds dans une salle d'audience, n'aura jamais à voir les visages de ceux qui nous ont trahis. C'est un choix que j'ai fait pour lui, un choix que je ne regretterai jamais. Alors que les invités quittaient la fête d'anniversaire d'Arthur ce soir-là, je me tenais dans l'embrasure de la porte avec mon fils sur la hanche. Le coucher de soleil répandait une lumière dorée sur la cour, et pour la première fois, j'ai senti l'avenir s'ouvrir grand devant nous. J'ai embrassé le sommet de sa tête et j'ai murmuré, « Nous sommes libres maintenant. C'est notre vie, et personne ne nous l'enlèvera jamais. » La maison était à nouveau silencieuse après le départ de tout le monde, mais c'était un autre genre de silence, le genre qui me faisait me sentir en sécurité, comme une maison devrait l'être. Je me suis assise avec Arthur dans le fauteuil à bascule, le même où j'avais chuchoté mes promesses des mois auparavant. Il était plus lourd maintenant, ses yeux déjà pleins de curiosité pour le monde. Je l'ai serré fort contre moi, respirant le moment. L'héritage de mon père n'avait pas seulement survécu, il avait grandi. Et moi aussi. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée et souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire pour partager vos réflexions et de vous abonner à la chaîne pour les futures publications. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter des histoires puissantes chaque semaine.